Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je m'appelle Pierre de Panafieux, je suis le directeur de cette école et je vous présente Brice Parent, qui est à ma gauche, qui est le directeur du Grand Collège, qui suit la scolarité des élèves de la classe de la 6e jusqu'à la terminale, et Gauthier Le Chevalier, qui est à sa gauche, et qui est le directeur du Petit Collège des classes maternelles et élémentaires. Nous allons essayer de vous présenter le projet de l'école, ce qui fait sa spécificité et les conditions d'entrée. Comment nous faisons pour accueillir de nouveaux élèves, quels sont les points saillants sur cette inscription. Mais tout d'abord, deux tout petits mots pour que vous compreniez la particularité de l'école alsacienne. Quand on me pose la question, je dis c'est très simple, c'est une école privée sous contrat, laïque et associative. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, j'ai à peu près fait le tour de la question. Une école privée sous contrat, comme beaucoup d'autres écoles, avec une petite particularité, c'est que les relations de l'école alsacienne avec l'État sont pratiquement, chronologiquement, depuis la création de l'école a été soutenue par l'État. À une époque, enfin à l'époque où elle s'est créée, c'est-à-dire à l'époque de la défaite de 1870, dont on a un tout petit peu oublié le choc que cette défaite a représenté, puisqu'après, il y en a eu au moins une, celle de 40, qui a jeté un voile sur toutes les défaites précédentes. Avant, il y avait eu 1815, enfin bref, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire sur nos défaites, mais chaque défaite est un moment de remise en cause, et celle de 70 l'a été, puisque pour beaucoup, dans l'opinion française de l'époque, c'était pas simplement une défaite militaire, c'était aussi une défaite intellectuelle et morale. Et on disait souvent que ceux qui ont vaincu à Sedan, c'étaient les instituteurs allemands, puisque l'Allemagne avait rénové son système éducatif bien plus tôt et bien plus profondément que le nôtre. Et les Alsaciens qui ont fondé l'école alsacienne, d'où son nom, et qui ont été des Alsaciens optants, ils ont opté pour la nationalité française et n'ont pas voulu rester en Alsace sous domination allemande, enfin sous administration, enfin bref, dans l'intégration de l'Alsace et de la Moselle au Reich allemand. Ils ont porté avec eux cette idée qu'il fallait permettre au pays de se redresser et que ça ne pouvait se faire qu'à travers l'éducation et l'enseignement. Et eux se sentaient porteurs d'un projet spécifique qui était de nature à relever le pays. Donc l'école alsacienne, elle naît d'un projet de famille, de réfugiés, dirait-on aujourd'hui, de gens qui ont quitté leur région et qui sont installés à Paris, et avec un souci très clair qui était de scolariser leurs enfants. Ils ne pouvaient pas les inscrire dans l'enseignement public, puisque c'était cet enseignement napoléonien rigide et totalement inadapté à la situation actuelle qui avait conduit la France au désastre et leur propre famille au malheur, puisqu'ils auraient sans doute préféré rester en Alsace. Et ils ne pouvaient pas opter pour le pendant privé qui existait déjà et qui était tout à fait important, qui était l'enseignement catholique, puisqu'à l'époque, pour être inscrit dans une école catholique, il fallait être baptisé catholique. Et nombre de ses fondateurs n'étaient pas baptisés catholiques, mais étaient baptisés protestants. Et dans cette période, l'antiprotestantisme de certains milieux catholiques était à peu près aussi virulent que l'antisémitisme que ces mêmes milieux pouvaient proférer. Donc c'était impensable pour eux, impossible et impensable d'aller dans l'enseignement catholique. Et la réponse, c'est la création. C'est se regrouper, lancer une souscription, ouvrir 2 classes rue des Écoles, et puis très vite trouver dans les méthodes, enfin grâce aux méthodes qui sont employées, grâce aux principes d'éducation qui sont ceux qu'ils mettent en œuvre, ils trouvent un public, pas simplement le public des Alsaciens
protestant, ni le public des Alsaciens tout court, puisqu'ils prennent soin de créer une école laïque, même si beaucoup des fondateurs et des premières familles ont cet héritage protestant, et vous verrez à certains points que c'est un héritage culturel, en tout cas, qui demeure. Ils ouvrent l'école à tout le monde, à une époque où c'est encore la loi Fallou qui est en place et qui fait que l'enseignement public en 1874 est encore confessionnel. Il y a un crucifix dans chaque classe et il faut attendre les lois de 1880 et de 1882 autour de la gratuité, de l'obligation et de la laïcité pour que l'enseignement public devienne laïque. En ce sens, l'école alsacienne, école laïque à l'origine, a été l'un des premiers laboratoires de cette laïcité scolaire. Donc, ils créent une école pour eux, mais l'ambition est beaucoup plus grande, puisqu'ils veulent créer un laboratoire qui va permettre à l'ensemble du système scolaire primaire et secondaire de se régénérer et de permettre à la France de se redresser après cette défaite. C'est un courant qui concerne tout le pays. Ce n'est pas propre à l'école alsacienne. Vous connaissez sûrement l'essai d'Ernest Renan sur la réforme intellectuelle et morale. C'est sur ces bases-là que la fondation, l'école libre des sciences politiques pour l'enseignement supérieur se crée aussi. C'est cette idée que on ne va pas attendre une grande loi qui va tout régler pour tout le monde dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque quartier. On va promouvoir des petites structures qui vont avoir la possibilité d'innover et de mettre en œuvre des modèles qui seront utiles plus tard. Et les républicains qui arrivent au pouvoir au moment où l'école commence à avoir une certaine renommée, puisque la République a mis un tout petit peu de temps à s'installer, et ce n'est qu'en 1880 qu'elle contrôle l'ensemble des rouages de l'État et du Parlement. Très vite, il se tourne vers ce qui existe, ce qui a une certaine notoriété déjà, même si l'école n'a que 6 ans. Jules Ferry visite l'école alsacienne et Paul Bert, son ministre de l'Instruction, inaugure les locaux que l'école construit ici même, entre la rue d'Assas et de la rue Notre-Dame-des-Champs. Et très vite, l'État soutient l'école alsacienne, pas simplement l'école alsacienne, il y a d'autres écoles qui sont soutenues. L'une d'entre elles, c'est l'école Monge, que Ferry et Paul Bert citent toujours avec l'école alsacienne. L'école Monge, qui était dans le XVIIe, n'a pas passé le passage du XIXe au XXe siècle. Elle a fait faillite et l'État a racheté ses locaux, somptueux. Vraiment, vous verrez, nous, on a des locaux très modestes. Et eux, ils ont construit ce qu'ils appelaient un palais pédagogique. Et ils ont fait faillite parce que c'était beaucoup trop cher. Et l'État l'a racheté. Et ce sont les locaux actuels du lycée Carnot. Donc, un point. Donc, il y avait des écoles qui étaient privées, qui étaient soutenues par l'État, qui pouvaient employer des professeurs du public payés par l'État, au grand scandale des autres écoles privées confessionnelles qui disaient que c'était absolument scandaleux que l'État aide certaines écoles privées et pas l'ensemble des écoles. Et il faut attendre décembre 59 pour que la loi Debré règle 1959 pour qu'elle règle ça, mais en fait, la loi Debré, qui crée l'enseignement privé sous contrat en France, étend à l'ensemble des écoles qui respectent les programmes, les horaires, le mode de recrutement des professeurs. En fait, c'est l'extension de ce que l'école a fait dès son origine avec l'État et c'est étendu à l'ensemble des établissements privés. Donc, un lien fort avec l'État. Nous appliquons les programmes officiels, nous recrutons à une différence près pour les professeurs, c'est que nous choisissons les professeurs et évidemment nous choisissons aussi les élèves dans la mesure où ils sont beaucoup plus nombreux que nous n'avons de place. Brice Parent et Gauthier Le Chevalier vous en parleront tout de suite. Mais le deuxième élément
qui caractérise l'école, c'est le fait qu'elle a été fondée par des parents qui avaient réglé un problème très précis, comme je vous l'ai dit. Et cela, il en reste quelque chose, c'est que les parents ont leur place à l'école. Et une place qui est importante, qui n'est pas déterminante, puisque ces parents qui fondent l'école vont chercher des professionnels, et cela... Oui, il y a encore des places tout devant qui sont évidemment celles... Oui, n'hésitez pas, il y a une trentaine de places disponibles sur les trois... Trentaine, vous exagérez. Non, j'ai compté. Vous avez compté ? Oui. Bon. Sur les 3 premiers rangs, donc ne restez pas mal installés, venez vous installer, il y a des places. Alors, donc il y a un partenariat entre les familles et l'école, et ça c'est tout à fait important. Et tout bon partenariat repose sur une définition acceptée des charges et des devoirs des deux parties. L'école, elle a dans ce partenariat deux missions centrales. La première, c'est la transmission d'une culture scolaire. Non pas de la culture, puisque la culture que chacun possède, c'est le fruit de multiples croisements et d'enrichissements qui sont à la fois collectifs, individuels, familiaux et scolaires, bien, et universitaires, n'en parlons pas. Mais la part de l'école, c'est de transmettre ce que les programmes décidés par notre autorité de tutelle considèrent comme point important. Donc, des éléments culturels qui sont liés à cette culture scolaire que j'évoquais, et puis l'apprentissage à des relations qui ne sont ni des relations choisies, ni des relations héritées. Ni relations amicales, ni relations familiales. C'est à l'école qu'on apprend à découvrir d'autres personnes avec qui on n'a a priori aucun autre lien que de se retrouver dans la même classe, dans la même cour de récréation. Et ça, c'est un apprentissage que l'on ne peut pas faire en famille, par définition, puisque les liens sont soit hérités, soit choisis dans le cadre de la famille. Et ça, c'est notre particularité. Et sur ce point-là, on va bien sûr entendre toute suggestion ou tout questionnement de famille, mais c'est notre domaine propre. Autrement dit, des parents qui viendraient nous expliquer que le théorème de Pythagore, il faut vraiment l'enseigner de telle façon ou de telle autre, et que celle que nous avons choisie est absolument absurde, c'est pas son job. Quelles que soient ses compétences par ailleurs, nous, c'est notre travail. De la même façon que nous, on n'irait pas expliquer qu'il faut vraiment, au petit déjeuner, prendre absolument du Choc-à-Pic plutôt que du Nesquik. Vous voyez, ça n'entrerait pas dans les attributions de l'école. Et désolé d'avoir cité des marques. Donc, ça, c'est le deuxième volet. Le troisième volet qui caractérise l'école à nos yeux, c'est que c'est une école associative, c'est-à-dire qu'elle est dirigée par un conseil d'administration issu d'une association qui s'appelle École alsacienne. Et cette association a pour fonction d'assurer d'abord le cadre matériel dans lequel l'école se développe, et puis elle a tous les 6 ans à réfléchir à savoir qui va la diriger. Et donc, c'est une école où le directeur propose ses adjoints au conseil d'administration de l'association et est nommé pour un mandat de 6 ans, ou plusieurs d'ailleurs, parce que j'en suis à mon... 5e ? Non, vous exagérez. 6e. Bon, bref, depuis 1874, il y a eu quelques directeurs. Je crois que je suis le 10e. Hein. Donc, vous voyez, ce n'est pas une lubie que j'ai eue de rester longtemps en charge. C'est quelque chose qui est assez intrinsèque. Et je crois que c'est lié aussi à notre activité. C'est-à-dire que l'enseignement, c'est par construction le domaine du temps long. Appliquer des règles de rotation très, très rapides, on voit ce que ça peut donner ailleurs. Et nous avons toujours privilégié une forme de stabilité, parce que les choix que nous faisons, si on veut en mesurer le bien fondé ou corriger, c'est bien de pouvoir suivre pendant quelques temps
leur développement. Donc, une association. Et puis, c'est le quatrième point, c'est que l'école, elle a, enfin, ce que le candidat directeur propose au conseil d'administration pour les 6 ans à venir, c'est des axes de développement. C'est-à-dire que l'école, elle n'est pas simplement administrée pour que y ait le nombre de tables suffisant pour les élèves, qu'il y ait le nombre de professeurs. Et tout ça est extrêmement important et nous occupe beaucoup, mais elle a aussi, l'école se développe. Et elle se développe à partir de facteurs qui sont des facteurs extérieurs, compte tenu du lien que nous avons dans le système, enfin, avec le système éducatif français, qui lui-même évolue. Donc c'est évident que nous ne sommes pas quelque chose qui est complètement extérieur au système. Nous connaissons les évaluations, nous mettons en place, enfin les évolutions du système, nous mettons en place la réforme du baccalauréat, c'est absolument évident. Nous avons mis en place la réforme du collège quelque temps auparavant, et ainsi de suite. Donc il y a des facteurs exogènes de changement, mais il y a aussi des éléments qui sont propres à l'école, c'est-à-dire notre propre réflexion collective sur l'évolution de notre système, et surtout sur un exercice qui est à la fois passionnant, vertigineux et sans doute un peu vain, d'imaginer ce que les élèves qui nous sont confiés aujourd'hui vont avoir comme les besoins qui seront les leurs quand ils deviendront adultes, c'est-à-dire dans 15 ans, 20 ans, pour un monde que personne ne connaît. Et donc, nous avons, nous, à réfléchir à ce qui nous semble important de développer. C'est dans ce type de réflexion que l'un des axes qui a été important, ça a été l'ouverture internationale de l'école, qui consistait à dire la mondialisation, la globalisation ne concerne pas que les flux de personnes, de capitaux ou de marchandises. Ça concerne aussi la formation, et notamment la formation supérieure. Et donc, nous, notre problème, c'est pas de savoir si c'est bien ou mal. Il se trouve que c'est. Et il y a 20 ans, on a commencé à développer un programme d'échange avec des écoles dans le monde entier. On est en relation d'échange avec une trentaine d'écoles dans le monde entier, qui est assez naturellement, on a défini la mission de l'école à ce moment-là, qui était l'école doit préparer ses élèves à l'enseignement supérieur, quel qu'il soit. Non pas simplement pour les classes préparatoires, ou que l'université, etc., ou que l'étranger, mais ouvrir l'éventail le plus large possible, et qu'un élève qui a suivi sa scolarité à l'école, soit en fonction de ses choix, de ses capacités, des capacités financières de ses parents, etc., puisse avoir cette ouverture. Aujourd'hui, il y a à peu près un tiers des élèves qui vont en classe préparatoire et 25% qui commencent leurs études à l'étranger. Hein, donc c'est le résultat d'un choix qui a été fait il y a 20 ans et qui se trouve être un choix qui correspond à l'évolution 20 ans après de ce que nous connaissons. Et il y a donc ça aussi c'est important. Nous ne changeons pas seulement parce que l'environnement autour de nous nous incite à changer, nous changeons aussi parce que, c'est le propre de l'école, nous avons une réflexion sur l'évolution de la formation et des différents besoins qui nous paraissent importants de promouvoir. Donc voilà pour les points. Le sommaire ? Ah mais oui, maintenant on peut commencer le sommaire. Ça c'était un propos liminaire. Oui, là, mes camarades de jeu sont... Donc, l'histoire de l'école, j'ai fait... Ah non, alors, oui. Alors, j'ai alors, voilà. J'ai aussi des éléments... Vous avez dit l'essentiel, là, déjà. J'ai dit essentiel, oui. Alors, ça, c'est la photo, une photo de classe de 1880. J'ai pas donné à Brice la photo que je voulais mettre au regard, qui est la photo du lycée Condorcet, la même année.
Ils sont tous en uniforme, très bien. Elle est très intéressante en plus parce qu'il y a Proust au premier rang. Nous, on n'a pas Proust là. Et j'ai regardé, il n'y a pas Gide non plus. Donc, alors, pourquoi cette photo? Parce que vous voyez que les photos de classe, d'habitude, vous voyez des élèves alignés, tous identiques. Là, ils sont tous différents. Il y a ceux qui choisissent le chapeau melon, ceux qui prennent le canotier, ceux qui préfèrent le béret. Et puis vous voyez à l'extrême droite, vous les voyez même chahuter. Et il faut se replacer dans le contexte de la prise de photos de l'époque. Les temps de pause sont très très longs. Donc pour que cet élève puisse garder sa jambe sur l'épaule de son camarade, il faut le vouloir. Et il n'y a pas quelqu'un qui dit non, non, on ne fait pas ça. Donc le libéralisme de l'école se voilà, pas d'uniforme, le mélange des âges, et puis pas une pose stéréotypée qui serait celle que nous attendons. Ça, c'est la première chose. La deuxième photo est une citation. C'est Monsieur Rieder, qui a été le premier directeur de l'école, et qui dit « Il n'y a qu'une manière de réussir dans le monde ». Donc, l'objectif de l'école, c'est bien de faire réussir. L'école n'est pas une école de théoriciens de la pédagogie qui aurait trouvé une sorte de pierre philosophale qui permettrait de transformer le plomb des petits élèves en or d'adultes responsables, etc. Non, l'école a pour vocation de faire réussir les élèves et pas d'illustrer une théorie de l'éducation. C'est d'y apporter. Alors, la réussite, c'est pas ce qu'on prend. La réussite, c'est ce qu'on apporte. Et c'est là où on voit l'arrière-plan protestant de l'école. La réussite, c'est pas ce qu'on gagne, c'est ce qu'on fait, ce qu'on apporte. Et qu'est-ce qu'on apporte? Alors, moi, quand j'étais élève, je pensais que pour réussir, il fallait être conforme aux autres. Il fallait être identique, puisque notre système exige d'une certaine façon que, dans le cadre des concours notamment, nous limitions le plus possible l'expression de ce que nous avons en propre pour ressembler à ce que nous pensons que le jury attend de nous. Là, ce que dit Rieder, c'est la réussite, c'est d'apporter au monde sa part d'originalité. C'est-à-dire ce qu'on a de propre, pas ce qu'on a d'exubérant, d'excentrique ou de bizarre. Ça, évidemment, c'est à garder pour soi, mais c'est ce que nous avons d'unique, ce que nous avons de particulier. Et ça, c'est intéressant comme idée par rapport à du type de relation que nous avons avec nos élèves, dans le respect de ce qu'ils ont de particulier, et non pas dans la volonté normalisatrice qu'ils ressemblent à ce que nous aimerions qu'ils soient. Et comme Rieder était un réaliste, quelque petite puisse être cette part, parce que pour réussir, la réussite, c'est pas de faire de très très grandes choses, c'est de faire des choses, c'est d'apporter quelque chose. Ça, c'est la première citation. La deuxième, c'est elle vient de Gabriel Monod. Bon, vous avez peut-être compris que j'étais historien, et Gabriel Monod est un très grand historien, le fondateur de la revue historique. Il a été professeur à l'école des hautes études, et ça a été l'un des intellectuels dreyfusards. C'est pour ça aussi que l'école a été pas mal attaquée ces premières années. Et lui, il est professeur donc aux hautes études, mais pendant plusieurs années, il a enseigné en 7e l'histoire. On a même un manuel qu'il a écrit d'histoire pour les 7e. Et dans ses souvenirs, il dit que le meilleur souvenir d'enseignement qu'il a, c'était quand il faisait la classe au petit 7e, lui qui était l'un des plus grands historiens de sa génération. Et il dit, donc il était membre du conseil d'administration, il est parmi, je crois qu'il est même dans le premier groupe qui fonde l'école, donc c'est vraiment un des fondateurs de l'école. Il dit, elle a pensé qu'il importait d'enseigner aux enfants à aimer le travail par lui-même et non pour être récompensé. Ça, c'est une phrase très importante. Tout notre système est axé sur l'idée de la récompense. Avoir une bonne note, il faut bien travailler, non pas parce que c'est important de réaliser quelque chose dont on est fier ou qui correspond à ce que le professeur nous a demandé de faire. Non, la motivation du travail pour beaucoup, c'est d'avoir la bonne note. Lui dit non, on essaie de faire aimer le travail. C'est pour cela aussi qu'aujourd'hui encore, on ne sanctionne jamais un élève avec un travail supplémentaire.
Notre rôle est de faire aimer le travail. Si on l'utilise comme punition, c'est bien qu'implicitement, on considère que le travail est un truc épouvantable. On n'utilise pas de choses agréables pour punir quelqu'un, enfin pas en tout cas depuis longtemps. Qu'il importait surtout de les exciter à faire aussi bien que possible et non pas seulement mieux qu'un autre. Ça, c'est la critique du système de concours, où le classement prédomine. Parce que être premier dans un groupe médiocre, ça ne dit rien de votre qualité intrinsèque. Enfin, qu'il fallait les obliger à travailler également toutes les matières. Ça, c'est la critique de la moyenne. Ce n'est pas parce que vous êtes excellentissime dans une matière qu'il est acceptable que vous laissiez en friche une partie de votre intelligence en refusant de travailler telle ou telle autre matière. Donc il y a cette idée que toutes les matières comptent dans la formation de l'intelligence et que ce n'est pas, et de la culture, et que ce n'est pas simplement le résultat final d'un calcul qui permettrait d'avoir une bonne moyenne qui est important. Et à attacher autant d'importance à la conduite qu'au travail. Aujourd'hui encore, sur les relevés trimestriels de notes, il y a une colonne pour la conduite, pour le comportement, ça, on comprend assez ce que ça veut dire, mais il y a une autre colonne qui est la colonne effort, qui n'est pas le décalque de la moyenne de l'élève dans la discipline, c'est la mesure que le professeur donne de l'écart qui existe entre les résultats obtenus, leur régularité et les capacités qu'il a. Et on a des élèves qui peuvent avoir une excellente note de moyenne et une note d'effort pas si élevée que cela, parce que on considère que compte tenu des capacités de cet élève, de ses aptitudes, il pourrait avoir des résultats bien meilleurs. Donc nous restons... j'ai choisi cette citation aussi pour vous dire qu'on s'inscrit dans une tradition qui est vigoureuse. Mais cette tradition, elle ne nous enferme pas. Elle nous autorise. En France, on a une relation à la tradition qui, dès qu'on parle de tradition, ça sent un peu le moisi et on se dit « oulala, c'est des vieux trucs, ça ne nous intéresse pas ». Ce qui est important pour nous, c'est de considérer que cette tradition sont nos racines, c'est ce qui nous a mis en mouvement et que notre rôle, c'est d'être fidèle à un certain nombre d'idées qui étaient fondamentales à une époque tragique de notre histoire et qu'il nous appartient de faire vivre cet héritage, de l'enrichir et de l'adapter au monde qui vient. Voilà, j'ai été beaucoup trop long une fois de plus. Non. Mais après, ils se mettent en mode accéléré et ça va très très vite. Alors, quelques informations pratiques pour commencer, puisque vous pouvez postuler à partir de vendredi, le formulaire d'inscription ouvre ce vendredi, sur un certain nombre de niveaux, mais pas tous. Alors, au collège et au lycée, c'est assez simple parce que tous les niveaux sont ouverts, même si les niveaux sur lesquels nous recrutons le plus, c'est la 6e et la seconde, puisque c'est à ces niveaux-là qu'il y a des classes supplémentaires, donc davantage de places. Sur les autres niveaux, il y a un tout petit nombre de places disponibles, mais on laisse quand même la possibilité de candidater. Et donc en primaire, vous allez pouvoir candidater pour la moyenne section, pour la classe de CP et la classe de CM1. Je vous explique pourquoi. Il existe une classe de petite section à l'école alsacienne qui est remplie par les petits frères et les petites sœurs des enfants qui sont déjà scolarisés à l'école. Nous ouvrons une seconde classe en moyenne section, donc une opportunité de faire rentrer de nouveaux élèves. 2 classes en moyenne section, 2 classes en grande section, donc pas d'entrée en grande section parce que ce sont les mêmes enfants qui sont scolarisés à l'école en moyenne section et en grande section. Il y a une ouverture d'une 3e classe en CP, donc l'opportunité de faire rentrer de nouveaux enfants dans l'école. 3 classes en CP, 3 classes en CE1 et 3 classes en CE2. Donc sur ces 3 années-là, nous conservons les mêmes élèves et nous ouvrons une 4e classe en CM1. Donc l'opportunité de pouvoir candidater également en CM1. CM1, 4 classes, CM2, 4 classes, donc pas d'entrée également en CM2. Alors, le graphique que je vais vous montrer maintenant, c'est... je vous prépare psychologiquement, parce que c'est le point un petit peu délicat de cette présentation. Voilà. Et dans ces réunions, il y a à peu près la moitié de la salle qui sort juste après cette présentation. Normalement non, mais bon.
on pourrait comprendre. Donc, c'est le nombre de candidatures que nous avons eues l'année dernière, pas cette année parce qu'on ne les a pas encore, donc on ne peut pas vous les donner, mais donc l'année dernière par rapport au nombre d'élèves que nous avons finalement pu recruter sur chacun des niveaux. C'est légèrement approximatif parce que il y a peut-être quelques élèves en doublon, mais ça donne une idée. Et en gros, l'idée, c'est qu'il y a énormément de candidats, peu de place. Voilà. Mais en image, ça fait un petit choc. Donc voilà. Ça, c'est le nombre de candidatures que nous avons eues l'an passé. Et à côté, le nombre d'élèves que nous avons pu recruter. Peut-être une précision parce que ça éclairera votre compréhension. Il est indiqué qu'il y avait 35 candidatures pour 24 places en petite section l'an dernier et c'était 35 regroupements de fratries. Donc il y avait déjà plus de petits frères et de petites sœurs qui souhaitaient rentrer à l'école. L'un des points qu'on peut préciser, c'est et qui explique qu'on recrute peu, c'est qu'en fait, c'est difficile d'entrer à l'école alsacienne, mais une fois qu'on y est, en général, on y reste pour la suite de sa scolarité. Et parfois au-delà. Non, je dis parce qu'il est ancien élève de l'école alsacienne et moi aussi. Mais deux anciens élèves. Lui, il a réussi tout de suite. Mais l'école est suffisamment audacieuse pour accueillir de nouvelles familles. Je n'étais pas élève à l'école alsacienne. Et moi, j'ai raté 5 fois l'examen d'entrée, donc ce que Brice n'a pas, parce qu'il était très brillant, et du coup, il est entré tout de suite. Bref, alors, pour revenir à mon propos, oui, nous gardons nos élèves. C'est ce qui fait que, voilà, du coup, c'est un désavantage, parce que du coup, c'est plus difficile d'y entrer, mais une fois qu'on y est, c'est un avantage, évidemment. Contrairement à d'autres établissements, on ne se dit pas à partir du moment où un tel élève a des mauvaises notes, on le met dehors, etc. Non, on les garde. Ce qui fait que par exemple l'année dernière, je crois que j'ai gardé tous les élèves du collège et du lycée sur 1200. Tous ceux qui le souhaitaient ont pu être réinscrits. Et l'année d'avant, je crois qu'il y a 2 élèves sur 1200 que je n'avais pas réinscrits parce que bon, dans certains cas, on se dit que quand même, ça peut être bien de faire un petit tour ailleurs. Et éventuellement, même parfois, ils reviennent. Oui, c'était le cas d'André Gide d'ailleurs, qui a été viré très, très tôt et qui est revenu ensuite en première. Voilà, donc beaucoup de candidats, peu de places. Vous avez retenu le message, vous êtes restés, donc on va continuer la présentation par le plus intéressant. On va essayer de vous présenter un petit peu notre projet d'établissement, ce qu'on essaye de faire avec les élèves et ce qui est articulé autour de 3 axes. Le plaisir d'apprendre, l'écoute que l'on essaye d'apporter à chaque élève et l'ouverture de l'établissement. Tout ça dans le but évidemment de permettre la réussite de chacun et son épanouissement. Alors on commence par le premier point. Alors, le premier des axes, c'est le plaisir d'apprendre. Chaque enfant qui arrive à l'école a un désir insatiable de savoir et de connaissances, et notre objectif à nous, c'est de le préserver, voire de le développer. Alors pour ça, nous avons 3 directions. La première, c'est d'apprendre dans tous les domaines et de ne pas hiérarchiser les disciplines. Dès les plus jeunes classes, dès les premières classes, nous souhaitons engager les enfants dans des projets autour du sport, autour des arts, que ce soit la musique ou les arts plastiques, à une initiation aux langues. Et nous avons le souhait de proposer les parcours les plus homogènes possibles. Et l'idée, c'est que une réussite dans un domaine est un point d'appui pour dépasser un défi dans un domaine qui présenterait plus de difficultés pour l'élève. Et l'idée, c'est qu'à un moment ou à un autre, chacun se révèle dans le domaine dans lequel il est le plus assuré, voire dans lequel il est le plus épanoui. Apprendre dans tous les domaines, c'est bien sûr engager assez tôt l'enseignement des langues vivantes étrangères. Pierre de Panafieux vous a présenté tout à l'heure notre lien avec l'État. Donc nous respectons les programmes, nous respectons les dotations horaires pour les disciplines. Et donc nous entamons l'enseignement de l'anglais dès la classe de CP. Et nous faisons le choix de confier cet enseignement à des professeurs dits spécialisés. C'est le cas également dans les disciplines musicales, dans les disciplines artistiques ou dans les disciplines sportives. Cet enseignement d'anglais, c'est un enseignement conforme aux attentes des instructions officielles, donc 1h30 par semaine.
Et nous proposons dès la classe de CE1, nous appelons nous la classe de 10e, un enseignement qui regroupe les enfants locuteurs natifs en anglais, uniquement locuteurs natifs. C'est-à-dire que ce n'est pas un groupe de besoins, ce ne sont pas des enfants qui ont une pratique plus importante de l'anglais parce qu'ils bénéficient d'un cours particulier ou parce qu'ils sont inscrits au British Council, ce sont bien les locuteurs natifs. À ce titre-là, sur les langues, sachez que dès la classe de CE1, nous proposons aussi en CE1 une initiation au chinois, que ce soit à la langue chinoise orale et écrite, mais aussi à la civilisation chinoise. Cette idée de l'égalité des différentes disciplines, elle se retrouve évidemment au collège et au lycée. Nous ne sommes pas un établissement qui privilégie les sciences ou les lettres. L'ensemble des disciplines nous semble absolument essentiel. C'est ce que disait M. Panefieux tout à l'heure. Et de la même manière, c'est pour ça qu'on va mettre en avant certains dispositifs comme les classes musicales. De la 6e jusqu'à la 3e, et j'y reviendrai tout à l'heure, nous avons des classes à horaires aménagés musique qui permettent à certains de nos élèves d'avoir non seulement un parcours scolaire de grande qualité, mais en plus de suivre dans les meilleures conditions un enseignement musical au conservatoire. Et sur la question des langues, ce à quoi nous croyons avant tout, c'est l'importance de leur diversité. À l'école alsacienne, tous les élèves apprennent l'anglais, mais ils peuvent aussi apprendre l'espagnol, l'allemand, le chinois, l'italien, le russe. Et cette complémentarité, cette diversité des langues, c'est quelque chose qui nous est, qui est extrêmement important pour nous. De la même manière, au lycée, les options sont nombreuses. Nous avons différentes options artistiques, théâtre, cinéma audiovisuel, arts plastiques, mais aussi du latin, du grec, en plus des langues vivantes 3 dont je vous ai parlé tout à l'heure, et sur les nouveaux enseignements de spécialité, puisque désormais, vous savez que les séries ont disparu et que les séries sont remplacées par des enseignements de spécialité. Nous proposons à l'école 9 des 11 enseignements de spécialité, c'est-à-dire un nombre tout à fait important. Alors, plaisir d'apprendre, je vous ai parlé tout à l'heure d'apprendre dans tous les domaines, c'est bien sûr apprendre avec les autres. Nous essayons de varier les pratiques pédagogiques. Parfois, l'enseignant a une conduite frontale de son cours, classique. Parfois, il organise des groupes de besoins, des groupes homogènes. Il peut bénéficier de demi-groupes parce que la plupart des enseignements spécialisés tels que l'EPS, la psychomotricité, l'anglais, la sculpture se font dans les classes du primaire en demi-groupe. Et donc l'enseignant peut adapter sa pédagogie et répondre aux besoins des élèves. Nous veillons à proposer des actions, des projets dans lesquels les élèves sont conduits à collaborer, à coopérer le plus tôt possible, à échanger, à travailler ensemble, que ce soit au sein de la classe, au sein d'une classe d'un même niveau, voire à travers différents niveaux. Et là, vous allez voir derrière moi un exemple d'une institution à l'école alsacienne. En maternelle, nous proposons aux élèves une causerie. C'est l'idée qu'un enfant arrive avec un sujet qu'il a choisi et il le présente comme il le souhaite aux élèves de sa classe. D'abord dans sa classe, là vous avez derrière moi une élève de moyenne section qui, après avoir présenté sa causerie sur le Titanic, est allée dans une classe de CM1. Et donc c'est l'occasion aussi pour les plus grands d'apprendre des plus jeunes. Cette idée, on la poursuit là encore au collège et au lycée, et c'est pour cela que nos professeurs se sont beaucoup investis dans un dispositif de l'éducation nationale, les enseignements pratiques interdisciplinaires, les fameux EPI, qui correspondent bien à une manière d'apprendre que nous encourageons à l'école. Donc il y en a qui prennent diverses formes. Là, on a aussi un EPI dans lequel des élèves avec pour tâche finale de dispenser un savoir à des élèves plus jeunes. Donc c'est aussi une pratique que l'on retrouve à l'école, enfin au collège en l'occurrence. Et on a mis en place, que ce soit au primaire ou au collège et bientôt au lycée, un tutorat entre pairs qui nous semble tout à fait intéressant et qui permet à certains de nos élèves d'aider des camarades plus jeunes, mais aussi d'être aidés à leur tour par des camarades plus âgés. Évidemment, tout ça se fait sous la supervision de professeurs de l'école, mais c'est quelque chose d'assez enthousiasmant pour les élèves qui y participent. Alors, apprendre dans tous les domaines, apprendre avec les autres et bien sûr apprendre à apprendre. Si les connaissances sont indispensables, elles ne sont pas suffisantes et nous essayons de développer les différentes stratégies et de confronter les élèves à davantage de stratégies
et à la fois développer le goût pour la recherche et leur grande curiosité. Donc pour ça, nous développons des stratégies qui entraînent les élèves vers de la recherche, vers de l'investigation, et pour qu'ils soient eux-mêmes constructeurs de leurs propres connaissances. Et nous avons la volonté de permettre à nos professeurs d'expérimenter. Vous savez que la devise de l'établissement, c'est de mettre en valeur l'innovation. Notre tradition est dans l'innovation. Et nous essayons de permettre à nos professeurs de chercher, d'expérimenter de nouvelles pédagogies. C'est pour cela que cette année, nous avons mis en place une salle de classe qui ressemble à ça, c'est-à-dire avec du matériel mobile qui se déplace, qui permet de faire des petits groupes, qui permet aux élèves aussi d'écrire sur les différents murs de la salle de classe. C'est pour cela aussi que nous avons généralisé les équipements numériques individuels de la 5e jusqu'à la terminale l'an prochain. Tous nos élèves sont équipés de tablettes numériques, ce qui permet aux professeurs d'étendre les possibilités qui leur sont offertes, de faire beaucoup plus de choses qu'avec un cahier. Ils ont toujours un cahier, ils ont toujours du papier, ils écrivent toujours de façon manuscrite, mais ils peuvent faire bien davantage de choses avec cet outil qui n'est certainement pas l'élément central de toute pédagogie, loin de là, mais qui permet d'étendre les possibilités pédagogiques. Et un autre point qui nous semble important, c'est l'évaluation des élèves. Cette évaluation, on veut avant tout qu'elle soit positive, bien sûr, mais qu'elle permette à l'élève de cerner précisément ce qui va, ce qui ne va pas, quels sont les points positifs sur lesquels il peut s'appuyer, quels sont les acquis et quels sont les points sur lesquels il doit encore travailler. Et c'est pour cela que dans l'ensemble de la maternelle jusqu'à la 3e, nous privilégions une évaluation des éléments de programme, c'est ce que souhaite l'éducation nationale, plus que des notes chiffrées qui ne disent pas précisément, les élèves après se comparent, essaient de savoir qui a eu 16, qui a eu 16,5, qui a eu 16 3/4, ce qui n'est pas d'un grand intérêt, puisqu'on veut favoriser la collaboration des élèves et pas la compétition, mais au contraire, on essaye d'insister précisément sur l'élément de programme qui est bien connu et sur ceux qui doivent faire l'objet d'un effort par la suite. Le deuxième point, excusez-moi. Deuxième axe. Oui, deuxième axe. Le deuxième axe de l'école, c'est la façon dont nous essayons d'être à l'écoute de chacun de nos élèves. Nous avons 1800 élèves de la maternelle jusqu'à la terminale et on essaie de faire en sorte de bien connaître chacun. Pour cela, on est aidé par une équipe éducative nombreuse. Nous avons 5 conseillers principaux d'éducation partagés entre le primaire et le secondaire. Nous avons de très nombreux adjoints d'éducation. Au collège et au lycée, il y en a un par niveau, un pour la 6e, un pour la 5e, qui sont vraiment les référents et les correspondants à la fois des élèves et des parents. Nous travaillons aussi avec 3 psychologues qui sont présents tout au long de la semaine. Nous avons aussi un service médical important avec 2 infirmières, un médecin scolaire et nous organisons régulièrement des rencontres de cette équipe pour croiser les regards, le regard des professeurs qui est fondamental, celui du professeur principal notamment, mais aussi le regard de l'équipe éducative, le regard des psychologues. Et c'est cet échange qui nous permet d'essayer de connaître le mieux possible les élèves et de les accompagner tout au long de leur scolarité. Un autre point qui est important, c'est notre volonté d'accompagner tout le monde, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la maternelle jusqu'au baccalauréat, quels que soient les atouts, quelles que soient les difficultés. On ne procède pas par sélection successive parmi nos propres élèves, mais au contraire, on essaye d'accompagner chacun. Et pour cela, nous mettons en place un certain nombre de dispositifs d'aide. On a des ateliers à certains moments de la journée, en primaire, en secondaire. On met en place des contrats entre un adulte référent à l'école et des élèves qui ont un besoin à un moment donné. On développe l'accompagnement personnalisé. Là aussi, c'est un dispositif de l'éducation nationale, mais qui a une importance particulière à l'école. Nous avons un système d'études encadrées pour les élèves qui le souhaitent en fin d'après-midi et le mercredi après-midi. Même chose pour l'école de primaire. Et nous avons mis en place aussi des stages de remédiation pendant des temps de vacances pour, là encore, aider et accompagner des élèves quand ils en ont besoin.
Même chose pour les élèves qui ont des besoins spécifiques. Là, ce sont les termes barbares de l'éducation nationale, PAI, PAP, PPS, PPRE. Peu importe les noms, ce qui compte, c'est que nous adaptons évidemment nos enseignements à chaque fois que c'est nécessaire. Donc on a de nombreux élèves qui sont suivis, qui sont accompagnés parce qu'ils ont par exemple des troubles de l'apprentissage. Dans ce cas-là, évidemment, nous sommes attentifs à mettre en place un PAP qui va permettre d'adapter légèrement les enseignements. Et puis, nous avons aussi plusieurs élèves qui sont suivis en classe par un auxiliaire de vie scolaire, c'est-à-dire accompagnés au quotidien parce qu'ils ont telle ou telle difficulté. Et nous avons aussi fait un gros effort de construction il y a quelques années pour rendre accessible la quasi-totalité de nos locaux aux personnes à mobilité réduite, ce qui veut dire que tout le monde peut se déplacer dans l'école, quel que soit éventuellement le handicap qu'il rencontre. Et cette école inclusive, ça nous semble un projet tout à fait fondamental. Dernier point sur cette manière d'impliquer tout le monde, d'accompagner, de connaître les élèves, c'est la façon dont, M. Panafieux le disait tout à l'heure, nous essayons d'impliquer les élèves et les familles dans le fonctionnement de l'école. Ici, vous avez une photo de notre comité quadripartite. C'est une instance importante de l'école qui réunit des représentants des parents, des représentants des élèves, des représentants des professeurs, ainsi que les membres de la direction, une fois par mois pour aborder l'ensemble des questions importantes de l'école. Et les parents, les élèves peuvent proposer énormément de choses que nous accompagnons. On a mis en place, à la suite d'idées, soit d'élèves, soit de parents, tout un programme sur l'éco-responsabilité. Nous avons mis en place le dispositif Entraide dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est une idée de parents à l'origine que nous avons repris à notre compte. Donc voilà, ce fonctionnement est très important. Et dans le prolongement de cela, nous encourageons les initiatives des élèves, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont un projet, une idée qu'ils souhaitent mener, l'école va essayer de les accompagner et de voir comment on peut faire aboutir cela au sein de l'école. Donc, troisième axe du projet de l'établissement, après donc le plaisir d'apprendre, l'écoute des élèves et de leurs familles, c'est l'ouverture de l'école et bien sûr évidemment l'ouverture sur le monde. Depuis son origine, à l'école, évidemment, beaucoup de choses se construisent, s'apprennent et se développent entre les quatre murs de l'école, mais bien sûr en dehors de la classe, et la richesse du patrimoine parisien nous conduit à sortir dès les plus petites classes pour aller s'engager dans un projet, pour faire une découverte en lien avec un cours d'art ou un cours de musique, tout ça toujours en développant la maîtrise de la langue, que ce soit la maîtrise de la langue orale et la maîtrise de la langue écrite. Et dans cette même idée d'ouverture sur le monde, dès la classe de moyenne section, les enfants et les classes partent en classe de découverte sur des projets qui varient de 3 jours quand on est en moyenne section jusqu'à 1 semaine, voire 10 jours dans les classes de CM2 pour expérimenter la vie collective, pour s'engager dans un projet bien précis et pour revenir avec énormément de données à exploiter ensuite dans la classe. Au collège et au lycée, c'est la même chose, de très nombreuses sorties tout au long de la scolarité, de nombreux voyages également. À titre d'exemple, nous emmenons l'ensemble de nos élèves de 6e. L'ensemble de nos élèves, c'est 180 élèves, plus tous les accompagnateurs nécessaires. Donc c'est un gros voyage à plus de 200 personnes. Donc tous nos 6e vont en Alsace, tous nos 5e vont à Rome. C'est un voyage qui a plus de 50 ans, qui est en photo là, derrière moi. Il y a peut-être certains anciens élèves dans la salle qui y ont participé. Et qui ont encore le bob rouge. Tous nos élèves de 4e vont en Sologne. Alors c'est moins exotique, mais c'est pour un défi interclasse pour éprouver la solidarité au sein de chaque classe. Nous avons aussi tous nos élèves de seconde qui vont à Florence. Là encore, c'est un voyage très ancien et très riche en découvertes. Nous avons aussi un programme d'échange, M. Panafieux en a parlé tout à l'heure. Alors d'abord, ça c'est d'autres voyages qu'on a, parce qu'il n'y a pas que ceux que j'ai cités, mais depuis quelques années,
une dizaine de nos élèves, une vingtaine, oui, désormais une vingtaine de nos élèves vont au Sénégal pour un voyage de bénévolat pendant une dizaine de jours. Ils se mettent au service d'écoles sur place et sur le programme d'échange, une trentaine de partenaires dans le monde entier, à la fois pour des échanges de courte durée, 15 jours, à vocation plutôt culturelle, mais c'est aussi l'occasion de vivre dans la famille, dans une autre famille, puis d'accueillir un correspondant, et un programme d'échange long, 1 mois, 2 mois, 3 mois, passé là aussi dans un établissement étranger avec réciprocité. L'ouverture sur le monde, pour nous, c'est aussi une ouverture sociale qui est indispensable. On a tout à fait conscience d'être dans un milieu très spécifique, 6e arrondissement, avec des frais de scolarité élevés. Ce qui est aussi une forme de handicap dans l'éducation des élèves qui nous sont confiés, parce que nous pensons que c'est un enrichissement indispensable que de se confronter aux autres dans toutes les formes de diversité. Et c'est pour ça qu'on croit beaucoup à notre programme de bourse. Actuellement, nous avons 9% de nos élèves scolarisés à l'école qui bénéficient d'une scolarité aidée, soit complètement, soit partiellement. Et ce ne sont pas les bourses État, hein, ce sont des bourses propres à l'école, sur son budget. Voilà, et nous avons développé, et c'est un objectif, nous avons un objectif de développement de ce nombre de boursiers que nous aimerions porter à 20% dans les 6 prochaines années, parce que ça nous semble un élément éducatif indispensable. Et c'est pour cela aussi que nous avons créé un partenariat, pour l'instant avec un établissement scolaire. C'est un établissement qui est situé en REP à Tremblay. On a créé des liens anciens, ça fait 7 années qu'on travaille ensemble, qu'il y a certaines de nos classes qui échangent. Là, c'est une classe de 6e, ils font un match de handball dans un des stades de Tremblay. Donc on a créé des liens, et au-delà de ce partenariat pédagogique, nous permettons désormais chaque année à plusieurs de leurs élèves en fin de 3e d'intégrer l'école alsacienne avec une bourse complète, c'est-à-dire une bourse qui prend en charge non seulement les frais de scolarité, mais en plus les activités annexes, les voyages dont on a parlé, et les études si besoin, les frais de cantine, etc. Donc une bourse qui prend en charge l'ensemble des frais de scolarité, et ce type de partenariat a vocation évidemment à se développer. Dernier point sur la question de l'ouverture. L'ouverture, c'est aussi une ouverture culturelle, c'est-à-dire l'idée que, évidemment, il y a le domaine scolaire qui est notre spécificité, mais l'école alsacienne, c'est un lieu dans lequel il se passe énormément de choses au-delà du scolaire. Nous avons de très nombreuses activités annexes qui sont proposées aux élèves qui le souhaitent, au-delà des cours, et qui nous permettent à nous de voir les élèves aussi sous un autre jour. Voir un élève qui parfois peut avoir des difficultés en classe devenir un acteur extraordinaire, je pense que c'est un accomplissement formidable qui peut aussi l'aider par la suite à progresser sur un plan scolaire. Et dans l'école, il y a de très nombreuses conférences, de très nombreuses animations et activités tout au long de l'année. Alors, voilà pour la présentation rapide de notre projet pédagogique. On va vous donner quelques informations pratiques, et puis évidemment, ensuite, on vous laissera poser toutes les questions que vous souhaitez poser. Alors, d'abord, les horaires et les jours travaillés à l'école alsacienne. En primaire, nous accueillons les enfants les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Donc, l'école se fait sur 4 jours. 3h le matin, 3h l'après-midi, 8h30, 11h30, 13h30, 16h30. En pratique, nous ouvrons les portes de l'école à 8h20. C'est important que vous ayez cette organisation-là, parce que c'est important, c'est pour vous, si vous avez d'autres enfants, il faut en connaître un certain nombre de détails. Nous ouvrons à 8h20, et l'objectif, c'est que votre enfant soit dans sa classe pour 8h30. Voilà, nous accueillons tous les enfants dans la classe, de la petite section à la classe de CM2. Pour les classes de maternelle, c'est un tout petit peu différent. Les portes ouvrent évidemment dès 8h20, et il faut amener votre enfant jusqu'à 8h40. Donc vous avez un petit moment où vous pouvez passer dans la classe, et à 8h45, nous vous souhaitons une très bonne journée. Le midi, la pause méridienne dure 2 heures. Sur ces 2 heures, votre enfant déjeune au restaurant scolaire. On a 2 restaurants scolaires, un pour les classes maternelles et un qui est commun aux élèves de collège et du lycée, à partir du CP. Et une fois par semaine, votre enfant, à partir de la classe de CP,
peut bénéficier d'une activité périscolaire qu'on appelle, nous, activité annexe. Alors, c'est ce que Brice vous disait tout à l'heure, ça va du théâtre au dessin, au yoga, aux échecs, la cuisine en anglais, etc. Et retour en classe à partir de 13h30. À 16h30, les cours se terminent. À 16h15, en fait, ils se terminent en maternelle, et à 16h30 en élémentaire. Et histoire de réguler les flux, parce que beaucoup d'enfants et beaucoup de parents et beaucoup d'accompagnateurs rentrent dans l'école, et pour des raisons de sécurité, c'est bien que nous, les choses se fassent de façon organisée et progressive. Votre enfant peut rester, si c'est nécessaire pour vous, jusqu'à 17h. Dans ces cas-là, il reste au goûter de la petite section à la classe de CM2. Et nous proposons une étude encadrée, des petits groupes de 8 à 10 élèves, à partir de la classe de CP, 2 soirs par semaine en CP et 4 soirs par semaine à partir de la classe de CE1, et votre enfant peut rester jusqu'à 18h dans ces cas-là. Nous proposons également des activités le mercredi matin, dès la classe de 12e et peut-être un tout petit peu, de grande section. Vous savez, vous apprendrez très vite cette langue fort logique, hein, vu que votre enfant rentre en 6e, l'année d'avant il est en 7e, évidemment, et non pas en CM2. Donc nous proposons des activités périscolaires le mercredi matin entre 9h et midi. Pour le collège et le lycée, nous faisons cours du lundi au vendredi. Il n'y a pas de cours le samedi, jamais. En revanche, bien sûr, il y a des cours le mercredi matin. Pas de cours le mercredi après-midi, mais il peut y avoir des choses un petit peu particulières, une réparation quand on a un devoir à refaire, des devoirs surveillés évidemment pour le lycée, et puis l'association sportive pour ceux qui le souhaitent, ça c'est vraiment facultatif, en collège et en lycée. Les horaires, l'amplitude maximum c'est 8h, 17h. Pour les 6e et les 5e, on essaye de faire plutôt 9h, 16h, mais on n'y arrive pas toujours. Particularité au lycée, il peut y avoir des cours optionnels, soit de 13h à 14h, donc il faut manger un peu vite, mais c'est faisable, soit de 17h jusqu'à 20h. Je crois que je vous ai à peu près tout dit sur les horaires. Alors, un point qui est très important, qui concerne là encore uniquement le collège et le lycée, c'est les enseignements que l'on propose. Et les deux points qui sont essentiels, ils sont essentiels parce que vous allez devoir renseigner ces informations dans le formulaire de demande d'inscription à l'école. Donc, la première des questions qui vous est posée, c'est est-ce que vous souhaitez inscrire votre enfant alors c'est pour le collège uniquement, classe musicale ou classe normale. Et pour pouvoir répondre à cette question, il faut juste que je reprécise ce que j'ai dit tout à l'heure. La classe musicale, c'est pour des enfants qui ont déjà une pratique musicale, de préférence déjà dans un conservatoire ou dans une école de musique, puisque de toute façon, il faut être inscrit soit dans un conservatoire, soit dans une école de musique. Pour suivre un cours d'instrument, un cours de solfège, il faut aussi une pratique collective. Cette pratique collective, elle peut éventuellement se faire à l'école, puisque nous avons un atelier de musique de chambre, un groupe rock ainsi qu'une chorale. C'est un très beau programme, la classe musicale, c'est très intéressant, les cours sont concentrés sur les matinées pour permettre de libérer les après-midi le plus possible afin que les élèves soit suivent leurs cours de musique, soit fassent leurs devoirs et aillent ensuite au conservatoire en fin de journée. Et donc ça, c'est un vrai choix qui vous engage parce qu'ensuite, pour moi, je traite séparément les candidatures en classe musicale et les autres candidatures. Donc c'est un engagement dans la candidature. Et puis ensuite, évidemment, quand on est inscrit en classe musicale, c'est de la 6e jusqu'à la 3e. Nous gardons les élèves en seconde, mais nous n'avons plus de classe musicale s'ils le souhaitent. Et chaque année, on a quelques élèves qui poursuivent dans des lycées qui, eux, offrent des classes musicales. Mais il faut changer, dans ce cas-là, d'établissement scolaire. C'est 3-4 élèves par an qui sont concernés qui souhaitent se poursuivre dans ces programmes. La deuxième question qui vous est posée, c'est le choix de la deuxième langue vivante. Donc, nous proposons à l'école le chinois,
Ah oui, anglais c'est pour tout le monde. LV1, c'est pas, voilà, la question ne se pose pas parce que la LV1 c'est l'anglais pour tous, d'accord. Et comme on l'a dit tout à l'heure, pour ceux qui sont locuteurs natifs, ceux qui parlent anglais depuis toujours à la maison, ils ont un cours spécifique qui leur est proposé. Donc la vraie question c'est la deuxième langue vivante. Deuxième langue vivante, donc je le disais, soit chinois, soit allemand. Et dans ce cas-là, l'enseignement commence dès la 6e. D'accord ? On a ce qu'on appelle ailleurs des classes bilingues, c'est-à-dire qu'on fait dès la 6e et de l'anglais et une deuxième langue vivante. Donc c'est les 2 premières langues vivantes. Les 2 autres, c'est italien ou bien espagnol. Et ce sont des langues qu'on ne commence que en 5e. Mais à chaque fois, ce sont des choix qui engagent jusqu'en terminale. C'est-à-dire que si on choisit chinois en 6e, on ne peut pas se dire à la fin de la 6e, bon, c'était pas mal, mais en fait, je vais plutôt prendre italien. Non, on a choisi chinois et donc on reste en chinois jusqu'en terminale. Donc c'est un choix important. Et là encore, je traite les candidatures, surtout en 6e. C'est en 6e que la question, et puis en seconde aussi, c'est en 6e et en seconde que la question est vraiment importante. Parce que une fois que voilà, je regarde combien j'ai de places disponibles. Puisque très concrètement, Monsieur le Chevalier a des élèves qui sont en CM2, qui vont eux-mêmes faire des choix au cours de cette année. Et je verrai en fonction de ces choix combien de places restent disponibles, à la fois pour le chinois, pour l'allemand, et puis pour ceux qui n'ont pas encore choisi et qui choisiront l'année d'après entre l'italien et l'espagnol. D'accord ? Donc j'ai plus ou moins de places disponibles. Donc la question d'après que vous allez me poser, et donc j'y réponds tout de suite, c'est mais dans quelle langue est-ce qu'on a le plus de chances d'intégrer l'école alsacienne ? Alors, je ne le sais pas encore, puisque les élèves de Monsieur le Chevalier n'ont pas encore effectué leur sélection, leur choix. Mais en gros, c'est sûr qu'à l'école alsacienne, comme ailleurs, on choisit plus l'espagnol que le chinois ou l'allemand. Donc, proportionnellement, il y a plus d'élèves qui se dirigent vers cette langue. Ce qui signifie que oui, il y a un tout petit peu plus de probabilité, enfin un ratio plus favorable sur le chinois ou sur l'allemand, soyons honnêtes, mais, et là c'est une contrepartie très importante, si vous choisissez la deuxième langue vivante uniquement de votre enfant, ce n'est pas la vôtre, ce sera celle de votre enfant, donc chinois ou allemand, uniquement pour maximiser la possibilité qu'il entre à l'école alsacienne. En 6e, ça passe encore, mais à partir de la 4e, ça devient vraiment très compliqué dans des relations familiales. Et donc, je déconseille très vivement ce type de stratégie. Voilà. Et oui, puis, aider son enfant sur des cours d'allemand tout au long de sa scolarité jusqu'en terminale, ou des cours de chinois, ça peut être un peu compliqué. Et la psychanalyse, parce que ça a été compliqué, etc. Bon, l'adolescence des enfants, ça se prépare très tôt du côté des parents, et ne vous mettez pas dans cette situation qui est désastreuse. Voilà, donc 2 questions, classe musicale ou non, et puis quel LV2 ? Après, on ne vous pose pas donc je vais vous donner quelques autres informations, mais on ne vous pose pas la question à l'inscription. C'est sur les options, donc sur ce qui est facultatif. On vous pose la question après. Une fois que votre enfant est admis, on va vous dire, bon, bah alors, est-ce que vous voulez une LV3 ? Quelles options ? C'est surtout pour le lycée, etc., etc. Mais pour nous, ce n'est pas un critère de sélection des élèves. D'accord ? Et puis, il peut y avoir des places où il n'y a pas de place, ça dépend de mes effectifs, de mes élèves, ce qui reste de la place, etc. Donc, même chose pour l'anglais bilingue. L'anglais bilingue, on vous a dit, c'est pour l'anglais locuteur natif, c'est pour ceux qui sont locuteurs natifs. Mais alors, pour ceux qui ont passé 4 années en Angleterre, est-ce qu'ils peuvent intégrer ou pas ? Bon, tout ça, on voit ça dans un second temps. Si ça vous va, c'est très bien. Si ça ne vous va pas, c'est-à-dire que vous vouliez absolument que votre enfant entre à l'école alsacienne pour faire l'option cinéma, et s'il n'a pas l'option cinéma, c'est la fin du monde, bah, voilà, on vous dira que tant pis, il n'y a pas de place en cinéma. Mais en tout cas, nous, on n'en fait pas un critère de sélection au départ. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui est proposé ? Des LV3, donc une 3e langue vivante. Désormais, l'éducation nationale dit LVC pour une raison mystérieuse. Sans doute pour la beauté LVC, du son. Je ne sais pas. Alors, c'est
À partir de la seconde, normalement, la troisième langue vivante, donc ça peut être espagnol ou chinois, et c'est une information intéressante parce que du coup, ça a une influence sur le choix de la deuxième langue vivante, évidemment. C'est-à-dire que si on ne prend pas espagnol en cinquième pour prendre chinois, par exemple, ou pour prendre allemand, ça veut dire qu'on peut quand même faire de l'espagnol à l'école alsacienne à partir de la seconde. Voilà, et on a quelque chose d'un tout petit peu bizarre, très spécifique, que vous ne trouverez pas ailleurs, la possibilité de commencer une troisième langue vivante dès la cinquième, le russe. Pour tout un tas de raisons historiques, que nous avons ce statut spécifique du russe. Mais du coup, on ne peut pas commencer en seconde. C'est dès la cinquième, parce que sinon, il va manquer quelques cours quand on arrive en seconde. Donc voilà pour la troisième langue vivante. Ensuite, j'ai souvent des questions sur la DNL et les sections européennes et orientales. Donc ça ne concerne que le lycée. Là encore, c'est des options, c'est facultatif, etc. etc. DNL, ça veut dire discipline non linguistique. En gros, c'est un enseignement qui est dispensé dans une langue étrangère. Nous en proposons de 2 types désormais, soit histoire et géographie, soit SVT. Histoire et géographie, c'est possible en anglais, en chinois ou bien en allemand. Et SVT, sciences de la vie et de la terre, c'est possible en anglais. Mais il n'y a pas forcément des places, ça dépend, c'est très intéressant, c'est très bien. Ça permet d'avoir son baccalauréat avec une petite inscription en plus sur le baccalauréat. Voilà ce que nous proposons. Les options, j'y reviens pas, mais je vous les ai dites. Il y a les 3, donc c'est toujours pour le lycée, cinéma audiovisuel, théâtre, arts plastiques, latin, grec, plus les troisièmes langues vivantes dont je vous ai parlé. Et les spécialités, c'est ce qui remplace les séries. Ça vaut pour la première comme pour la terminale. Nous en proposons 9 des 11. En fait, il y en a 12, mais il y en a 11 qui concernent l'enseignement général, hors établissement agricole. Donc nous proposons 9 des 11 enseignements de spécialité. Simplement pour permettre la constitution des emplois du temps, on a fixé quelques règles. En première, il faut choisir une spécialité dans chacun de ces ensembles. Donc une spécialité dans chaque ensemble. Voilà. Et en terminale, même chose, mais en terminale, il n'y a que 2 spécialités, donc il faut avoir une spécialité dans des ensembles différents. Voilà, mais tout ça, on vous posera la question après. Le choix des spécialités, c'est quelque chose qui se fait en fin de seconde pour l'éducation nationale. Et donc de la même manière, on vous posera cette question à ce moment-là et pas maintenant au mois de novembre. On vous laissera la possibilité de nous poser des questions. Un point sur le calendrier. Alors, ça ouvre vendredi, le formulaire d'inscription. Il restera ouvert jusqu'au 12 janvier, ce qui fait que vous n'êtes pas obligé de vous jeter sur le formulaire dès le 15 novembre. Nous ne prenons pas en compte l'ordre d'arrivée. On laissera le formulaire ouvert jusqu'au 12 janvier. Toutes ces informations sont sur le site École alsacienne. La partie inscription, c'est vraiment des captures d'écran là, sur les prochaines diapos. Donc ça, c'est d'abord, il faut remplir le formulaire. C'est étape indispensable. Ensuite, pour une candidature en moyenne section et en CP, donc uniquement pour la moyenne section et pour le CP, il faut prendre un rendez-vous. Donc nous nous rencontrerons. Et donc pour ça, il faut téléphoner à mon secrétariat. Le numéro est indiqué ici et il est évidemment sur le site. Et je précise, c'est bien sûr uniquement pour la classe de moyenne section et pour la classe de CP. On fait ces rendez-vous avec les parents parce qu'on ne fait pas de rendez-vous avec les enfants sur ces 2 niveaux de classe. On ne fait pas de test sur les enfants non plus. On ne leur demande pas de dessiner un bonhomme ou de faire un coloriage. En revanche, sur les autres niveaux, donc à partir du CM1, nous recrutons les élèves, vos enfants, et on ne recrute pas les parents. On ne vous recrute pas, vous. Donc, a priori, nous ne vous rencontrons pas. Ça peut être un avantage, ça peut être un inconvénient, ça dépend des situations. Sauf situation exceptionnelle. S'il y a une situation exceptionnelle, nous pouvons évidemment vous rencontrer. Je pense en particulier aux élèves qui sont accompagnés par un auxiliaire de vie scolaire. Là, c'est important de mettre en place une procédure de recrutement spécifique et donc on peut tout à fait faire un rendez-vous dans ce cas-là. De la même manière que nous avons parlé de l'attention que nous portions au PAP, etc. Si votre enfant a un accompagnement particulier, mentionnez-le bien pour que nous en tenions compte aussi au moment des tests que nous effectuons.
Oui, et surtout pas d'autocensure. On va pas se dire oh là là, c'est un enfant qui a des besoins particuliers, on n'en veut pas. En même temps, on n'a pas une politique de quota. D'accord. Donc nous recrutons des individus avec ce qu'ils ont, donc pas de voilà, jouer le plus directement le jeu avec nous et n'essayez pas de soit enfin de cacher quoi que ce soit sur sur cette question-là ou sur la question des bourses, où vous direz oui, mais si je demande une bourse, alors ils vont préférer un autre candidat parce que ça coûtera moins cher à l'école. C'est pas du tout l'esprit. Nous l'avons écrit, hein, nous avons dit que c'était une question neutre sur la sélection des élèves. Il faut renvoyer les documents signés avec la signature des 2 responsables légaux, c'est important, avant le 17 janvier. C'est un papier qu'on vous demande de renvoyer. Alors, au collège et au lycée, et uniquement au collège et au lycée, compte tenu du nombre très important de candidatures que vous avez vues tout à l'heure, j'effectue une première sélection à la lecture des dossiers uniquement. Je garde environ 80% des dossiers. On ne peut pas les garder tous, et puis ça dépend des niveaux en fonction du nombre de places disponibles, etc. La sélection peut être un peu plus forte sur certains niveaux, mais en gros 80% des dossiers sont gardés parce que voilà, il y en a trop. Mais on en garde beaucoup tout simplement parce que là encore on n'a pas envie de recruter des dossiers, on a envie de recruter des élèves, et pour ça on pense que la meilleure des manières ou la moins mauvaise c'est de les rencontrer. Et donc nous voyons un grand nombre d'élèves chaque année. Nous, c'est l'ensemble des professeurs de l'école qui participent à ces entretiens qui nous paraissent essentiels. Et donc c'est la phase suivante. Donc pour les dossiers, on vous donne une première réponse le 26 février si tout se passe bien, c'est-à-dire au retour des vacances d'hiver. Et ensuite, nous organisons entretien et test. Alors pour le CM1, cette année, ça aura lieu le 18 mars. Ça consiste en un test français et mathématiques d'abord à l'écrit. On s'appuie sur ce que font nos élèves en classe de CE2, à peu près à ce moment-là de l'année. Donc c'est le niveau classique attendu pour votre enfant. Il n'y a aucune préparation spécifique, aucun entraînement, bachotage, répétition ou quoi à avoir. Et ensuite, votre enfant a un entretien avec un des enseignants du primaire. Et donc, il peut nous faire part de ses motivations, de son envie. Nous le faisons lire et nous échangeons une petite quinzaine de minutes avec lui. Pour le collège, test uniquement en 6e. Test écrit, français, mathématiques, des choses là aussi du programme à ce moment-là de l'année, rien de spécifique. Puis un entretien, et pour les autres niveaux, c'est uniquement l'entretien, d'accord ? Entretien pour tous les niveaux, de la 5e jusqu'à la terminale. En 6e, c'est et test et entretien, c'est le même jour. Vous recevez une convocation à l'avance, puisque vous avez vu qu'il y a différentes dates pour ces journées. Une précision pour les élèves qui postulent en classe musicale, l'entretien prend une forme un tout petit peu différente puisque c'est une audition. Alors pas une audition sur un morceau préparé spécifiquement, une audition sur le morceau que votre enfant a l'habitude de jouer, là encore à ce moment-là de l'année au conservatoire. Et cette audition, elle est suivie d'un entretien. Tout ça n'a pas pour but de sélectionner des virtuoses, mais simplement des élèves qui sont bien engagés dans un projet de musique et pour lesquels la musique va occuper une place importante sur les 4 années suivantes. Nous rendons des décisions, si tout se passe bien, mi-mai pour la maternelle et l'élémentaire. Et alors, 6e seconde, 22 avril, là encore, si tout va bien. Pour les autres niveaux, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous avez vu qu'il y a très peu de places disponibles. Donc moi, il faut que je sache exactement combien de familles quittent l'école parce qu'ils déménagent, etc., etc. Et donc, je peux difficilement rendre des réponses avant début juin. La réponse, c'est oui, non, ou bien liste d'attente. Nous gardons un nombre important d'élèves en liste d'attente pendant tout l'été jusqu'au jour de la rentrée parce que nous pouvons avoir des désistements parfois très tardifs. Voilà, vous avez sans doute peut-être quelques questions. Monsieur. Bonsoir.
Pourriez-vous nous en dire davantage sur les critères de sélection finalement que vous appliquez? Comme vous voulez. Alors, il y a un premier critère qui, alors au niveau du collège et du lycée, il y a un premier critère qui est la question de l'homogénéité des résultats. Comme on l'avait dit, Gabriel Monod aimait toutes les disciplines. Donc, on va d'abord regarder ça. Ensuite, évidemment, on va regarder le niveau des résultats, mais entre un élève qui a des résultats égaux autour de 14 et des élèves qui ont 18 dans une discipline et 10 dans d'autres, c'est clairement le premier qui aura même si la moyenne générale est supérieure dans le deuxième cas. Ça, c'est donc le deuxième critère. Le troisième critère, c'est l'évolution. On va regarder comment... Quatrième critère, c'est l'appréciation des professeurs, qui compte beaucoup. Étant entendu qu'on sait que dans une équipe de professeurs, il y a un certain nombre de personnalités assez différentes et on sait lire les bulletins. Mais c'est important pour nous de bien lire ce que disent les professeurs de l'élève candidat. Et puis une fois qu'on a fait ça, ça va compter pour à peu près on va donner une note au dossier. Une note qui ne sera pas la moyenne arithmétique obtenue, mais qui la prendra en compte. Et puis ensuite, on va avoir l'entretien, qui est lui aussi évalué. Alors il y a une grille multifactorielle extraordinairement élaborée qui se résume à une question posée au professeur qui mène l'entretien, c'est: voulez-vous avoir l'année prochaine cet élève dans votre classe? Et ça marche assez bien en fait. Et la combinaison des deux notes nous donne un rang, et le rang correspond ou non au nombre de places disponibles dans la classe demandée. Peut-être une précision pour Oui, la maternelle et l'élémentaire. Nous rencontrons, une rencontre qui dure une bonne demi-heure, et au cours de cet échange, c'est important qu'on puisse se faire confiance. On est parti pour travailler, si votre enfant entre en moyenne section, pour travailler 14 ans ensemble. Donc l'idée, c'est qu'on puisse se dire que si un jour des désaccords arrivent entre nous, et c'est tout à fait envisageable sur les 14 années qui s'engageront pour la scolarité de votre enfant, on puisse les traiter de façon intelligente et pour tous s'en sortir vers le haut. Oui, vous parliez de la mise à disposition d'outils numériques pour tous les élèves. Donc je rebondis, est-ce qu'il y a une place pour les élèves qui ne souhaitent pas disposer d'outils numériques de la 6e à la terminale? Alors la question, je la reprends, je ne sais pas si tout le monde l'a entendu. Est-ce qu'il y a une place pour des élèves qui ne souhaitent pas utiliser d'outils numériques de la 6e jusqu'à la terminale? Donc nous avons une utilisation des outils numériques. En primaire, il n'y a pas d'outils individuels, mais il y a une utilisation ponctuelle avec des classes mobiles. Dès la 6e, nous avons aussi recours à un certain nombre d'outils numériques, que ce soit parfois en classe, on a des salles qui sont équipées, ou à la maison. Et de la 5e jusqu'à la terminale, effectivement, nos élèves sont désormais... oui, mais l'année prochaine, ce sera terminale. Nos élèves sont équipés. Donc, est-ce qu'il est possible à l'école alsacienne de travailler sans numérique du tout? Non, la réponse est non. Parce qu'il nous semble que ce serait une mauvaise formation dans le monde actuel. En revanche, nous sommes extrêmement attentifs à la place que cela occupe dans la formation, c'est-à-dire une place tout à fait raisonnable. On ne croit absolument pas au tout numérique. Nos élèves ont des cahiers, nos élèves écrivent, nos élèves font énormément de choses manuelles, pratiques. Enfin voilà, on ne fait pas du théâtre avec une tablette numérique entre les mains. Donc il y a énormément d'activités qui se font de manière totalement traditionnelle. Mais notre rôle de formateur, d'éducateur, c'est
d'apprendre à nos élèves à avoir un bon usage du numérique. Bonjour, merci. Bonsoir. La demande d'inscription est-elle déjà en ligne? Parce que moi, je suis nulle, j'ai toujours peur de ne pas voir. N'ayez pas peur. Le formulaire d'inscription, si vous ne l'avez pas trouvé, c'est normal, car il ouvre vendredi 15 novembre. D'accord. Et ensuite, pour les maternelles, on remplit le formulaire de demande d'inscription et ensuite... Vous téléphonez à mon secrétariat. Ensuite, on vous dérange, d'accord. Vous ne dérangez pas, vous téléphonez au secrétariat pour prendre un rendez-vous. Non, merci. On fait toute une montée, puis ensuite c'est vertical puis horizontal. Dans le cas d'une inscription en classe musique, est-ce qu'on a aussi le choix de la deuxième langue vivante? Ou elle est imposée? Non, c'est une très bonne question. En classe à horaire aménagé musique, toutes les options que j'ai présentées tout à l'heure sont possibles. Toutes les langues sont possibles, n'importe quelle. Je ne sais pas qui a posé la question, mais voilà. Madame, d'accord. Aucun souci, tout est compatible. On peut même faire du latin, on peut même faire du russe. Évidemment, ça grignote les après-midi. Puisque normalement, dans une classe musicale éducation nationale type, effectivement, les options ne sont pas possibles. Mais à l'école, on laisse cette possibilité. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, donner plus d'informations pour la classe bilingue, pour les enfants natifs anglais, s'il vous plaît? Oui, alors, donc nous n'avons pas de classe bilingue à proprement parler. Nous avons un cours spécifique pour les élèves qui, depuis l'enfance, parlent anglais à la maison. Et c'est un cours qui se substitue au cours d'anglais. Point. C'est-à-dire que, voilà, au lieu d'être en cours d'anglais avec les autres, ces élèves-là ont un cours entre eux dans lequel ils vont pouvoir faire des choses bien différentes, c'est-à-dire qu'ils vont faire davantage de littérature, davantage de civilisation, ils vont pouvoir approfondir un certain nombre de notions, ils vont pouvoir aussi revenir parfois sur des règles de grammaire, parce que c'est pas parce qu'on parle anglais à la maison qu'on est impeccable sur ces questions-là aussi. Voilà, c'est un cours qui leur est destiné, qui leur est adapté, qui est fait pour eux. Il peut arriver que des élèves qui ne parlaient pas anglais à la maison depuis l'enfance, mais qui ont passé je ne sais combien d'années à l'étranger, ont été scolarisés dans un système anglo-saxon, atteignent le même niveau d'aisance, de maîtrise, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Dans ce cas-là, nos professeurs, les professeurs qui dispensent le cours, rencontrent l'élève, lui font passer un petit test et déterminent si c'est un cours qui est adapté pour eux ou pas. Inversement, on peut aussi avoir des enfants qui parlaient très bien anglais à la maison parce que tout le monde parlait anglais. Et puis vous savez que dans ces familles-là, il peut y avoir une différence entre le grand frère et puis le petit frère, pour tout un tas de raisons. Bon, voilà. Donc on regarde si le cours est bien destiné à cet enfant ou non, et on s'adapte. Mais nous ne sommes pas un établissement bilingue. Il y en a beaucoup d'autres à Paris. Ce n'est pas la spécificité de l'école alsacienne. Bonsoir, pouvez-vous préciser ou repréciser les effectifs par classe, s'il vous plaît? Je vais les préciser parce qu'on ne les a pas donnés, effectivement. En maternelle et en élément 26 à 28 élèves CM2. Donc 26 à 28 pour le primaire. Pour le collège, on est sur des effectifs à 28, 29 ou 30 maximum. Pour le lycée, j'ai des classes à 32 en général, sauf cas très spécifiques. Il peut nous arriver d'aller jusqu'à 35, mais c'est vraiment un grand maximum. Après, ça ne rentre pas dans nos salles de classe, ce qui fait qu'on est plutôt en deçà de la moyenne des établissements voisins. Bonsoir. Alors, est-ce qu'il y a des doubles niveaux? Actuellement, non, nous n'avons pas de double niveau en primaire, mais on n'a rien contre l'idée, hein, ça pourrait, mais pour l'instant, on n'a pas. Bonsoir. Comment ça se passe pour un élève qui est issu du privé hors contrat? Est-ce que l'examen que vous lui faites passer fait office d'examen parce que je crois qu'il y a un examen national en fait à passer pour réintégrer en fait. Exactement. Donc la question que vous posez est très importante. Elle concerne tous les élèves qui étaient scolarisés dans un établissement privé hors contrat. Elle concerne aussi les enfants qui étaient scolarisés dans d'autres systèmes scolaires à l'étranger qui ne sont pas reconnus par l'AEFE, qui ne sont pas reconnus par l'éducation nationale. Dans ce cas-là,
Si c'est pour une entrée en 6e ou une entrée en CM, si c'est pour une entrée en 6e, notre test vaut celui du rectorat et nous validons le niveau. Mais simplement, il ne vaudra que pour nous. Donc, vous avez peut-être intérêt, s'il y a des candidatures ailleurs, compte tenu des chiffres que j'ai indiqués tout à l'heure, à passer quand même le test du rectorat. Pour les autres niveaux, nous n'organisons pas, parce que ce serait vraiment très compliqué, des tests écrits pour les élèves qui candidatent et qui sont dans cette situation-là. Donc, nous vous demandons de faire passer le test à votre enfant, celui du rectorat. D'abord, ça sera une garantie pour vous d'avoir une place dans un établissement public, et puis dès que vous l'avez, vous nous le communiquez et nous aurons ainsi le droit d'inscrire votre enfant. Mais il est important de prendre du coup la tâche du rectorat, de faire une demande d'inscription dans un établissement public, de passer ce test et de nous en communiquer le résultat positif le plus souvent. Enfin, je n'ai pas connaissance d'enfants qui aient raté ce type de texte. Pour nous communiquer ce document. Alors, il faut vraiment voir avec le rectorat, parce que ça dépend des niveaux, ça dépend de tout un tas de... Je ne comprends pas très bien leur calendrier. Pour nous, c'est exactement la même question, mais pour les petites classes, est-ce qu'il y a un circuit un peu différent? Pour les petites classes, si votre enfant est dans une école publique ou dans une école privée sous contrat, nous allons regarder son niveau de classe certifié par un document du Conseil des maîtres. S'il est dans une structure hors contrat, c'est bien sûr son année de naissance qui est pour nous l'année de référence. Néanmoins, si il s'avérait que ses compétences soient au-delà de sa classe d'âge, les documents que l'école pourrait vous fournir seraient indispensables pour notre étude. Le micro redescend. Oui, bonsoir. J'aurais souhaité connaître le nombre de places pour les classes CHIAM ainsi que le nombre de dossiers reçus et savoir si certains instruments étaient plus privilégiés que d'autres. Alors, pour la classe musicale, en fait, je vais vous faire un petit peu la même réponse que tout à l'heure pour le chinois ou l'allemand. Il est évident que le nombre de places disponibles en classe musicale dépend du nombre d'élèves du primaire qui vont postuler pour cette classe. Chaque année, on a une dizaine d'élèves qui postulent pour la classe musicale, et donc ça nous laisse, puisqu'on n'a que 24 élèves en classe musicale, donc une dizaine de places disponibles pour cette classe musicale. 10, 12, 14, ça dépend. Donc c'est sûr qu'il y a moins de candidats, le ratio il est plus favorable. Mais en même temps, il y a une présélection, parce que ce n'est pas tous les élèves qui font de la musique dans un conservatoire, qui ont envie pendant 4 ans, etc., etc. Donc il y a un prérequis là qui est vraiment indispensable. Mais si votre enfant est tenté par ce type de parcours, s'il a le profil, s'il a envie de consacrer une part importante de son temps à la musique pendant les 4 prochaines années, alors il y a toutes les... Enfin voilà, c'est un bon choix que de candidater en classe musicale. Et puis pour l'instrument de musique, l'instrument c'est neutre, on ne sélectionne pas. Si votre enfant joue du piano, de la harpe, nous en avons ici. Oui, c'est pas la peine de les apporter pour l'audition. Voilà. Pour l'orgue, c'est plus compliqué. Mais on a fait déjà, on fait une vidéo, enfin on se débrouille, vous inquiétez pas. Merci. Mon fils, il est anglophone, il parle pas très bien le français, donc je voulais savoir si ça c'est un problème pour l'entretien. Il est dans une maternelle bilingue, donc il comprend très bien, mais il parle pas très bien. Alors a priori, de toute façon nous allons nous rencontrer, mais pour une entrée en CP, nous recrutons des enfants qui sont francophones, s'il est anglophone tant mieux, mais francophones, parce que nous entamons un enseignement dans la lecture et dans l'écriture dès la classe de CP. En moyenne section, c'est des choses il faudrait que nous en discutions évidemment ensemble, mais nous ne sommes pas une école pour élèves allophones. Pour ça, il existe des structures. Mais si ça, c'est un problème pour l'entretien. Non, mais il n'y a pas d'entretien avec votre enfant pour les petites classes. Oh, okay. Les entretiens se font à partir de la classe de CM1, donc dès l'âge de 8-9 ans, mais pour les plus petites classes, c'est uniquement le dossier et la rencontre, le rendez-vous entre vous, parents, et moi, direction. Ok, merci. Pardon.
Bonsoir, merci beaucoup. Moi, j'ai une question sur les opportunités qui permettent d'ouvrir plus de places dues à des ouvertures de classes. Vous avez dit que vous aviez ouvert une classe supplémentaire pour la moyenne section. Et moyenne pour le section, CP, CM1. Et CM1, c'est exact. Et en dehors de ça, parce que moi, je me rends compte que ma fille est petite, trop petite, parce qu'elle rentre en petite section. Mais du coup, si on loupe une ouverture de classe, pour les années suivantes, c'est pareil. Il n'y a plus moyen de bénéficier de ça. Enfin, ça ne s'ouvre pas tous les ans. Je ne sais pas comment poser ma question clairement. Mais là, il y a un appel d'air un petit peu pour la moyenne section. Là, votre fille va rentrer en petite section l'an prochain. Oui. Donc en petite section, notre petite section, elle est déjà complète parce que j'ai bien compris. Et par contre, pour la rentrée septembre 2021, nous ouvrirons à chaque fois une classe de moyenne section. En fait, il y a une classe de petite section, puis 2 classes de moyenne section. On reste à 2 classes de grande section, une 3e classe en CP, 3 classes en CE1, 3 classes en CE2, une 4e en CM1, 4 en CM2, et on passe à 6 classes en 6e et 6 divisions jusqu'à la fin du lycée. Ça veut dire que c'est toujours possible de postuler pour la moyenne section l'année prochaine, chaque année. Ou le CP Tout à fait. C'était pas très clair. Tout à fait. J'ai une petite question. Je trouve super votre dispositif pour les enfants qui puissent prendre une classe à part. Et je voulais donc savoir si vous gardez quelques places pour les anglophones ou non, ou des enfants bilingues. Je vais dire. Alors pour le primaire, ça rentre pas du tout. C'est pas du tout un critère de sélection. Juste attention, c'est pas une classe, c'est bien un cours. Hein. J'ai bien compris. Et bien ça en tête, c'est un cours qui se substitue au cours d'anglais ordinaire. Hein. C'est 7h30 hebdomadaire. Au lieu de la faire avec les enfants qui ont des niveaux qui peuvent être hétérogènes, hein, d'ailleurs, certains ont des niveaux confirmés, avancés, et d'autres ont des compétences tout juste d'entrée dans la langue anglaise, parce qu'on reçoit d'ailleurs des enfants qui arrivent des fois en CM1 et qui n'ont pas eu d'enseignement d'anglais dans leur établissement précédent. Et par contre, pour les enfants locuteurs natifs, 7h30 là, ils sont regroupés sur plusieurs niveaux, ce qui nous permet, nous, d'avoir toujours des groupes de 8, 10, 12. Et donc, chaque année, on en reçoit, mais ce n'est pas un critère ni prérequis, ni attendu, ni négociable. Ok, merci. Oui, bonsoir. Pour la dernière question, parce que vous avez vu, on a fait un cercle. Donc, vous avez décrit pour l'entrée en 6e... Non, l'avant-dernière. Parce que... Pour l'entrée en 6e, vous avez décrit des tests de français et de mathématiques, et puis une audition pour la partie musicale. J'imagine que si on entre dans l'enseignement pour la partie musicale, il y a les deux. Il y a français, mathématiques, et en plus... Voilà. Okay. Voilà. Merci. Et l'entretien se fait autour de la pratique. Bonsoir. Pour les candidatures de Fatri, est-ce que lorsque 2 élèves sont amenés à candidater, par exemple CP et CM1, est-ce que les candidatures sont indépendantes ? Oui, pour nous, les candidatures sont vraiment indépendantes. C'est-à-dire qu'on peut dire oui à l'un, non à l'autre. On regarde, hein, on sait que ça vous arrange d'avoir, enfin c'est plus pratique. Et on fait attention à ce qu'on fait, mais on le voit. Enfin, sur le. Donc on y est attentif, mais il n'empêche que et puis il peut y avoir une candidature primaire, une candidature dans le secondaire. Donc c'est des processus différents. Et donc on donne des réponses séparées. Et vous pouvez tout à fait nous dire j'ai un enfant qui est entré, je suis très heureux, mais il faudrait qu'il y ait l'autre. Et s'il n'y a pas l'autre, ça ne sera pas possible pour moi. Vous nous écrivez en fait. On a des délais pour que vous confirmiez une fois qu'un enfant a été accepté, etc. Mais tenez-nous au courant et faites-nous part de vos difficultés. Voilà. Mais on peut dire oui à l'un, non à l'autre. Okay. Très bien. Alors maintenant. Oh, pardon. Non, mais c'est normal, après la dernière question, qu'il y en a encore une. Oui, en fait, j'en avais 2, mais je vais être très rapide. La première, pour la classe musicale, je suppose que dans les niveaux autres que la 6e, vous avez très peu de place. Oui, exactement. Est-ce que le fait de candidater à la classe musicale va faire que l'enfant va être exclu de fait de la partie non musicale ? Oui. D'accord. Et ma deuxième question, c'était pour les enfants qui ont besoin spécifiques. Est-ce que vous intégrez aussi les enfants précoces ? Alors oui, on est attentif à tous les enfants. Bien sûr. Vous pourrez chercher, vous savez que c'est un grand débat, et nous, on ne veut pas du tout se situer dans cette problématique-là.
les enfants, une fois que nous les avons recrutés, ce sont nos élèves et nous allons tenir compte et essayer de leur donner le plus possible en fonction de leurs besoins, qu'ils soient d'ordre de soutien ou au contraire de stimulation. Mais on n'est pas dans cette espèce de considération que c'est terrible, rien n'est fait pour les enfants précoces, etc. C'est pas vrai. D'abord, il y a un vrai biais, c'est-à-dire que les psychologues qui parlent de la souffrance des enfants précoces à l'école ne voient que des enfants en souffrance. Ils ne voient pas du tout les enfants précoces qui sont très heureux à l'école et pour qui ça marche très bien. Mais oui, mais on n'a pas un programme spécifique, on ne les rassemble pas tous ensemble, on ne vous demandera jamais un QI, une évaluation du QI de votre enfant. On est absolument tranquille avec cette question et c'est pas du tout un axe spécifique, puisque chaque enfant est spécifique. Alors, peut-être que vous avez envie de voir ce que c'est que l'école. Dans ce cas-là, je vous propose de monter par le côté gauche pour que je vous emmène visiter l'école. Ceux qui ne veulent pas, je ne me vexerai pas, je ne prends aucun nom et vous partez vers la droite en montant et je comprends tout à fait qu'il y ait un soufflet qui vous attende et que ça ne supporte aucun retard. Bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée.